les études qui ressortaient sur le non-bénéfice des produits laitiers étaient 1, très anciennes, et 2, sur des populations extrêmement réduites. Et si on regarde les publications récentes de référence sur des grosses populations, eh bien, les données sont totalement inverses par rapport à certaines informations qui circulent. AVS avec Philippe Robichon. AVS, c'est pour votre santé. Bonjour, bienvenue, très content de vous retrouver. Une heure pour parler de santé. Le docteur William Beribi est avec nous. Bonjour doc. Bonjour Philippe. Gastro-entérologue, hépatologue, vous êtes expert du microbiote intestinal, ambassadeur du French Gut et ambassadeur des maladies rares. Vous êtes créateur du podcast Merci Docteur. À l'écoute de votre ventre. Alors, désormais. j'ai cru que c'était la chaîne du YouTube qui s'appelait maintenant À l'écoute de votre ventre. Ouais, alors, mais merci Doc. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. On va garder Merci Docteur pour le podcast et la chaîne à l'écoute de votre ventre, puisque vous avez changé et vous avez publié de nombreux livres, 2 gros best-sellers. Vous avez Médecine microbiotique aux éditions Marabout et Mission Ventre plat, qui est 2 saisons également chez Marabout. Alors, un petit rappel pour ceux qui nous prennent aujourd'hui, qui prennent l'émission. Nous avons consacré il y a 2 mois une émission aux produits laitiers. Une émission qui a eu beaucoup d'impact et que vous avez été très nombreux à commenter. Et tout d'abord, je voudrais vous remercier, toutes celles qui ont pris du temps de commenter cette émission. Et vous le savez, depuis de nombreuses années, AVS est un espace libre de discussion. On y aborde tous les sujets avec tous les invités. C'est même l'essence même de cette émission. Et nous n'avons jamais pratiqué de censure. C'est pour ça que je vous demande, quand vous commentez une émission, et même si vous n'êtes pas d'accord, de garder, on va dire, modération. La modération, c'est juste ça. On peut dire exactement la même chose sans insulter forcément les personnes qui s'expriment. C'est ça. Oui, tout à fait. Donc, merci à tous ceux qui ont commenté. Des centaines. Alors, c'est pas des centaines pour dire on avait des centaines. On a eu presque 700 commentaires. Donc, bon. C'est ça. Oui, vous avez fait le compte. Mais effectivement, donc beaucoup de commentaires divers et variés. Effectivement, des commentaires parfois véhéments et d'autres commentaires bienveillants. Et des questions également. Alors, si vous voulez, moi concrètement, quand je viens parler des produits laitiers, je sais que c'est un sujet conflictuel et vous m'en aviez alerté d'ailleurs précédemment. Voilà, je vous avais dit, c'est pas un sujet comme un autre. Vous allez voir, tout à fait. On va avoir des réactions. Vous m'avez dit. Ça va tirer au bazooka. Effectivement, c'est un peu ce qui s'est passé, sachant que moi je m'y attendais pas spécialement parce que pour moi les produits laitiers c'est pas un sujet du tout tabou puisque je l'aborde avec mes patients en consultation tous les jours. Mais encore une fois, précisons les choses. Moi, je n'incite personne à faire quoi que ce soit, ni je ne cherche à convaincre personne. Je donne de l'information médicale validée, puisque je lis beaucoup d'études et je me base sur des études avec des populations extrêmement importantes. Donc, je donne l'info. Et le patient ou l'auditeur en fait ce qu'il veut. Ce que je ne souhaite pas, c'est me faire agresser bien sûr, mais surtout que des personnes, parce qu'ils ont entendu des informations fausses, parce qu'il y a beaucoup de fake news via les réseaux sociaux, se privent d'un aliment protecteur de cancer parce qu'on lui a dit le contraire. Voilà, c'est tout. Après, il y a des gens qui ne veulent pas consommer de produits laitiers ou d'aliments d'origine animale pour des raisons écologiques, etc. Et je le respecte parfaitement. Et chacun est libre de faire. Moi, je donne uniquement l'angle médical. Je livre l'info et après, vous en faites ce que vous voulez. Quand vous m'avez proposé la première émission, vous m'avez dit « Je voudrais faire part des nouvelles études scientifiques parce que beaucoup d'études dont on parle sont datées. Et c'est vrai que ça va vite en sciences. Bien sûr. Bien. Alors, c'est très important ce que vous dites là, c'est effectivement... C'est ce que vous m'avez dit. Vous m'avez dit les études dit, auxquelles on se réfère sont souvent très datées. Exactement. Donc 15-20 ans. Or, là, les dernières études avec des très grosses populations qui vont de 500 000 à 1 200 000 personnes sont apparus avec les bénéfices des produits laitiers entre 2018 et 2025. Donc c'est récent et c'est ce qui explique effectivement le delta de connaissances, de transmission de cette connaissance dans la population. Le lait de vache partage avec le gluten, par exemple, les mêmes controverses et les mêmes enjeux financiers colossaux. Certains scientifiques affirment qu'il est excellent pour la santé, d'autres soutiennent le contraire. Il y a quand même beaucoup d'études qui sont publiées sur le lait, sans qu'aucune ne tranche vraiment. Donc on a des études qui s'opposent
Non. Non, mais qui s'opposent. Qui s'opposent, mais il oui. faut voir, quand on parle d'études, si vous voulez, Philippe, il faut savoir de quoi on parle. Si on prend une étude avec 200 personnes dedans, la puissance statistique de cette étude vaut pas grand-chose. Des fois, il y a des études que je vois passer sur les probabilités avec 50 personnes. Bon, ça ne vaut rien sur le plan scientifique. Il faut se baser sur des énormes études, parce que pour que ressorte un bénéfice ou un non-bénéfice, il faut des grosses populations. C'est-à-dire qu'on va faire des études de cohorte, c'est-à-dire on va suivre des populations, ou on va les étudier rétrospectivement, savoir ce qu'ils ont mangé, consommé au cours des dernières années. Et puis, il y a ce qu'on appelle les méta-analyses, c'est-à-dire on prend des énormes cohortes, donc déjà des très gros groupes, et on les regroupe en méta-analyse, et là on sort des résultats statistiquement qui sont fiables, si vous voulez. Et ça, c'est très important. Et les études qui ressortaient sur le non-bénéfice des produits laitiers étaient, 1, très anciennes, et 2, sur des populations extrêmement réduites. Et si on regarde les publications récentes de référence sur des grosses populations, eh bien, les données sont totalement inverses par rapport à certaines informations qui circulent. Quand on regarde les populations, justement, William Bérébi, le lait de vache est absent des habitudes alimentaires des îles où se concentre le plus grand nombre de centenaires, notamment au Japon, sur l'île des centenaires à Okinawa, mais aussi en Chine, par exemple, ou dans les pays asiatiques. Alors en Chine, voilà, ça c'est un commentaire intéressant parce que si vous voulez, en Chine, beaucoup de commentaires m'ont dit voilà, en Chine il n'y a pas de cancer du côlon, c'est la meilleure preuve que les produits laitiers sont mauvais. Alors en fait c'est totalement faux. J'ai repris toutes les statistiques mondiales sur la France en comparant France et Chine où les habitudes alimentaires sont totalement opposées en ce qui concerne les produits laitiers et vous avez une incidence en fait, le taux de cancer pour 100 000 habitants qui est supérieur en Chine par rapport à la France. Et si vous corrélez ça à la moyenne d'âge de la population, en fait, la population française est plus âgée que la population chinoise en moyenne, et donc il devrait y avoir plus de cancers. Or, il y en a moins. Donc cet argument qui circule, parce que je l'ai eu diffusé plein de fois, notamment sur votre chaîne, et parfois auprès de mes followers, et ben en fait, si on regarde les statistiques, et n'importe qui peut aller les vérifier, hein, il suffit de taper statistiques cancer Chine, statistiques cancer France, comparer, voir l'espérance de vie, la moyenne d'âge, et voir que y a plus de cancer du côlon pour 100 000 habitants en Chine qu'en France. On est loin des vaches d'antan quand même aujourd'hui. Faut quand même imaginer que déjà dans la sélection des vaches qui produisent du lait et dans ce qu'elles mangent, bon, il y a quand même un vrai changement. Est-ce que le lait est le même, on va dire, qu'il y a 20 ou 30 ans? Alors, dans sa qualité, enfin, en termes de composition nutritionnelle, oui, c'est de l'eau, 87%. Vous avez du sucre, donc dont le lactose, il y a à peu près 5%. Ensuite, il y a des lipides, mais c'est des bonnes graisses pour la plupart, 4%. Et puis après, vous avez de la vitamine D et du calcium. Donc, la composition, on la connaît. La composition est toujours la même, bien évidemment. Après, il y a les questions de 1, est-ce qu'il y a des antibiotiques dans le lait ? J'y ai répondu la dernière fois, il pouvait y en avoir jusqu'en 2022, donc c'est récent effectivement, ce qui fait que pratiquement personne n'est au courant que maintenant il y a un décret qui contrôle la présence d'antibiotiques dans les citernes. Bon. Donc on peut en vouloir à personne de ne pas savoir ça, puisque c'est tellement pointu comme info, et elle a tellement été peu diffusée d'ailleurs, personne n'en a parlé de ça en 2022, de ce décret-là. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est un fait. Donc il n'y a plus d'antibiotiques dans le lait. Après, les vaches ou le bœuf, ce qu'elles mangent par rapport à il y a 50 ou 100 ans, évidemment, c'est différent. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, on est loin de la vache qui était dans les pâturages en train de manger de l'herbe. Bien évidemment, mais c'est vrai aussi pour les légumes, avec les pesticides, c'est vrai pour les fruits, etc. Tout ce qu'on mange, malheureusement, ou l'eau plus récemment, avec les nappes phréatiques et les contaminations. Donc évidemment, on ne peut pas comparer l'aliment natif d'il y a 50 ou 100 ans et l'aliment natif aujourd'hui, mais ça on n'y peut rien, si vous voulez, on peut pas changer ça. Les vaches aujourd'hui, elles ont une alimentation qui est enrichie en soja et en maïs. Voilà, alors c'est vrai. Ça c'est de l'oméga 6. C'est vrai, c'est vrai pour le bœuf d'ailleurs, donc effectivement c'est 60% d'herbe, 65% d'herbe et 20-25% de maïs enlisé, c'est-à-dire qui est mélangé à la terre un peu. C'est pour ça que moi par exemple, je commande que du bœuf d'herbe. C'est-à-dire qui mange que de l'herbe ou des plantes herbacées, et donc de manière à avoir une qualité de viande meilleure. Mais bon, voilà. Mais en fait,
tout le monde ne peut pas le faire. Et puis, on est en 2025 et effectivement, il faut faire avec. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer le monde et on ne peut pas changer ce qui se passe en termes de pesticides ou autres, malheureusement. Je regardais les chiffres, la consommation en France par habitant est de 42 kilos de lait, je ne sais pas pourquoi ils parlent en kilos, 27 kilos de fromage et 8 kilos de beurre. Alors attention, le beurre, ce n'est pas un produit laitier. Tout à fait. Tout à fait. Alors ça aussi, il y a eu beaucoup de commentaires et je veux y répondre. Quand on parle de produits laitiers au sens de la santé, il n'y a pas 50 choses. Il y a le lait, le fromage et les yaourts. Je dis nature, j'ajoute nature ou le fromage blanc ou le skyr. Pourquoi nature ? Parce que les yaourts avec des fruits, il y a plein d'additifs, donc c'est pas bon. C'est des produits ultra transformés. Voilà, on appelle ça. On va parler de fromage ou de yaourt surtout ou de skyr natif. Bon. C'est tout. Tout le reste, c'est pas des produits laitiers au sens de la santé. Le beurre, c'est très gras, donc c'est bon gustativement, bien sûr. Mais c'est pas un produit laitier. Ça rentre pas dans la famille des produits laitiers. Voilà, même si le rayon est pas loin. Voilà, même si le rayon est pas loin, même si les desserts lactés sont juste à côté aussi, les danettes, ce que vous voulez, eh bien, c'est pas un produit laitier parce que c'est des produits transformés pour ce qui est de la danette, par exemple, et donc ils n'ont aucun bénéfice pour la santé. Même s'il y a du lait dedans. Même si, évidemment, c'est un produit, c'est fait à partir du lait. Ouais. Mais vous avez raison. C'est un produit, un aliment fait à partir du lait. Pour autant, ce n'est pas un produit laitier au sens de la santé. Moi, je connais des parents, par exemple, qui donnent des petits Suisses aux fruits à leurs enfants, qui pensent que c'est un produit laitier. Voilà. Alors, les petits Suisses, c'est un produit laitier quand c'est nature. Voilà. Et si, en fait, vous prenez du lait, vous faites du yaourt avec, vous faites du fromage, c'est un produit qui reste natif. Alors après, il y a les ferments lactiques, etc. Mais ça, c'est bon, puisque c'est des probiotiques. Mais si vous ajoutez des couleurs, ou si vous ajoutez des goûts, ou si vous ajoutez des pseudo-fruits, eh bien, vous avez un aliment transformé. Et là, non seulement, ça n'a aucun bénéfice pour la santé, mais comme c'est un aliment transformé, auquel on a modifié donc la matrice alimentaire, etc., eh bien, ça devient un aliment qui n'est pas bienveillant et qui n'est pas bienfaiteur pour vous. Aucun bénéfice pour la santé, ni pour le microbiote. Ni pour le microbiote. Le beurre n'a aucun intérêt pour le microbiote, les desserts lactés non plus, etc. Les petits Suisses aux fruits non plus. Alors là, vous prenez non, je sais pas. Les petits Suisses, oui, puisque c'est un produit fermenté à base de lait. Mais quand vous ajoutez, vous perdez de son bénéfice. Vous perdez peut-être pas tout le bénéfice, mais vous en perdez une grande partie. Même le yaourt nature dans lequel on a mis du sucre dedans. Alors ça, c'est différent. Si c'est un yaourt nature que vous avez pris, ou un fromage blanc, ou ce que vous voulez, et que vous ajoutez un peu de sucre, c'est pas grave. Non, mais ils vendent du sucré. Sucré, oui. Alors ça, c'est transformé. Et donc, on sort du cadre de un aliment, produit laitier bénéfique pour la santé. Avec le docteur William Bérébi, on vous a demandé de poser vos questions au docteur Bérébi. Je vais les lire. Doc, faisait du boulot, du pain sur la planche. Quelle différence faites-vous, docteur Bérébi, entre le lait UHT et le lait de ferme ? Alors, le lait de ferme, c'est du lait cru. Donc, le lait cru, il sort du pied de la vache, si je puis dire, et il est tel que la nature l'a conçu. Pour éviter les infections, puisque le problème du lait cru potentiellement, c'est évidemment la conservation. Donc entre le moment où il sort du pied de la vache et le moment où il arrive en distribution, il faut le conserver et le lait cru se conserve mal. Et donc il y a un risque de maladie, d'infection bactérienne type salmonellose. Donc le lait aujourd'hui, il est stérilisé à ultra haute température. C'est le fameux UHT que vous voyez sur les produits laitiers. Donc en fait, il n'y a plus de bactéries. Nocive. D'accord ? Alors après, comme il y a un certain degré de fermentation dans le lait, une fois qu'il a été traité en UHT, eh bien, on va retrouver quand même des bactéries probiotiques dans le lait. Et ensuite, lorsqu'on va fabriquer, lorsqu'un fabricant va fabriquer un fromage ou un yaourt, il ajoute des ferments lactiques. C'est pour ça qu'il y a des probiotiques, si vous voulez, dans les yaourts ou dans le fromage blanc ou dans le skyr. C'est parce que justement des ferments lactiques sont ajoutés et c'est pour ça que c'est bénéfique pour le microbiote intestinal. Il y avait une question d'ailleurs sur le lait fermenté. Il faudrait que je la retrouve. Un auditeur avait justement posé la question sur les bienfaits du lait fermenté. Type les ribot ou bien sûr, ou kéfir de lait, etc. Ouais. Alors, enfin le lassi aussi. Le lassi que vous connaissez indien, c'est aussi du lait fermenté. Alors, les laits fermentés, c'est très bien puisqu'ils sont très riches en bactéries bénéfiques, en probiotiques. Alors, ça peut être du lait ribot, bien sûr. Ça peut être du kéfir de lait.
Alors attention, kéfir de lait, c'est important de savoir que quand vous le faites vous ou quand vous l'achetez, il va falloir bien vérifier qu'il y a bien du kéfir dans la fabrication. Les industriels vendent du kéfir de lait sans grains de kéfir en fait, pour des raisons économiques. Donc il faut bien vérifier la composition. Parce que ça coûte moins cher. Parce que ça coûte moins cher, Ouais. toujours pareil, bien sûr. Et donc ça, c'est très riche en bactéries. Donc dans le kéfir, vous avez Lactobacillus kéfiri, par exemple, qui est une espèce particulière spécifique du kéfir de lait. Très riche en espèces, il y a entre 20 et 60 espèces différentes dans le kéfir de lait. Et vous avez des milliards de bactéries par litre ou 100 millilitres de kéfir de lait. Donc les ribos, kéfir de lait, c'est excellent. L'ébène également. Bien sûr. Les bienfaits du lait fermenté, donc c'était, vous avez répondu à la question de Nadia de Turcoing que j'ai retrouvée. Le lait de brebis est-il plus digeste et plus riche en protéines que le lait de vache? C'est une question d'Audrey de Seine-Maritime. Alors, la composition en fait vache, brebis, chèvre est identique, aussi bien en lactose qu'en protéines ou en lipides. D'accord? La composition est la même. Tout à fait. D'où vient l'idée finalement que ce serait différent alors? Alors le lait, par contre, le lait de chèvre, il a une différence par rapport au lait de vache, c'est-à-dire que les acides gras qu'il compose, ils sont de plus petite taille. C'est ce qui explique que certaines personnes supportent mieux le lait de chèvre par rapport au lait de vache. C'est en fait la taille des acides gras qui sont dedans et qui sont un peu plus digestes. Et donc ça explique, indépendamment de l'intolérance au lactose, qui est un autre problème puisque le lactose c'est un sucre, le fait que certaines personnes, en effet, supportent mieux le lait de chèvre. C'est donc vrai. C'est donc vrai plus digeste donc. On peut dire que c'est plus digeste. Alors, question Chez de... certaines personnes, parce que la très grande majorité des gens n'ont aucun problème avec le lait de vache, mais quand vous êtes un peu sensible, oui, ça peut être une option. Question du Sénégal, à Dakar. C'est Yassia qui vous interroge, docteur Bérébi. On dit que les produits laitiers entraînent des lithiases urinaires. Alors, qu'en est-il? Alors ça aussi c'est faux. Vous pouvez aller voir sur le site de Urofrance, qui est un site de référence en urologie. En fait, il n'y a pas plus de risques que dans une autre population. Et donc, les recommandations restent les mêmes, c'est-à-dire 2 produits laitiers par jour, même si vous avez déjà fait une colique néphrétique. Alors, Louisa de Paris, consommer des yaourts au bifidus est-il nécessaire ou est-ce un argument commercial? Alors, dans le yaourt, qui est un aliment fermenté, vous avez naturellement des probiotiques. Vous avez notamment Lactobacillus bulgaricus, puisqu'on parlait avant, rappelez-vous, de yaourt bulgare. Et donc, c'est de ce mot-là que cela provient. Alors, il y a donc des probiotiques dans les yaourts d'une façon naturelle, quels qu'ils soient. Aussi, vous en avez également dans le fromage blanc, dans le skyr, etc., dans le yaourt grec. Mais effectivement, les fabricants rajoutent certaines souches, de Thermophilus par exemple, qui vont enrichir le yaourt. Et donc, dans les yaourts de ce type, vous avez 10 milliards de bactéries par yaourt ajoutées. Donc, il y a plus de bactéries probiotiques dans ces yaourts-là que dans un yaourt nature standard. Alors, ça rejoint une autre question d'auditrice qui dit: est-ce que la teneur en bonnes bactéries dans le yaourt est infime ou est-ce qu'elle est égale à celle des probiotiques? Alors, est égale à celle des probiotiques. Je pense que la formulation n'est pas parfaite, mais je vous dis la question d'auditeur telle que... J'ai compris l'idée. Ouais. Vous avez des probiotiques dans tous les produits laitiers, en fait, y compris dans le lait, puisque après traitement en UHT, en ultra haute température, il va se reproduire une flore. Premier point. Deuxième point, donc beaucoup de gens pensent que parce que le lait a été traité en ultra haute température, il n'y a plus rien, ça a tout tué. Alors, d'une part, c'est pas vrai, et ce d'autant que lors de la fabrication, et ça c'est extrêmement important à comprendre et j'insiste, lors de la fabrication d'un yaourt ou d'un fromage, sont ajoutés des ferments lactiques. Et c'est ces ferments lactiques qui vont permettre aux bactéries bénéfiques de se développer. C'est pour ça qu'on va trouver des milliards de bactéries dans les fromages, des milliards de bactéries dans les yaourts. D'ailleurs, par exemple, petite anecdote, dans l'emmental ou le gruyère, le gruyère, par exemple, vous avez des trous. Et dans le gruyère, les trous correspondent aux trous qu'ont fait les bactéries bénéfiques, en fait. Et plus vous avez de trous dans votre gruyère, plus ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de bactéries probiotiques. D'accord ? Donc, privilégier le gruyère avec des trous.
Voilà, plein de si vous voulez beaucoup de Voilà. beaucoup de probiotiques. Mais il y en a dans tous les fromages. Alors ça dépend. Il y en a un peu plus dans certains fromages. Les fromages au lait cru, il y en a plus. Mais certains fromages qui sont très enrichis en ferments lactiques, comme la mozzarella par exemple. La mozzarella, elle est faite à partir du lait traité à haute température, d'accord ? Donc, mais après, pour conserver la mozzarella et la transformer pour qu'elle ait ce goût si un peu acide, si particulier, ou la burrata, sont ajoutés beaucoup de ferments lactiques. Donc vous trouvez énormément de bactéries probiotiques dans la mozzarella. Mais qui sont ajoutés en fait. C'est des ferments lactiques, c'est pas des bactéries ajoutées, c'est des ferments qui vont permettre le produit laitier plus les ferments, ça va aboutir à la formation de bactéries probiotiques. Alors tiens, une question pour le spécialiste du microbiote que vous êtes, William Bérébi, de Gaëtan de Saumur. Bonjour Gaëtan. Peut-on considérer que les fromages au lait cru non pasteurisé de type camembert, par exemple, sont intéressants pour le microbiote ? Oui, bien sûr, ils sont intéressants, tout comme ceux qui sont stérilisés, mais effectivement, comme c'est un fromage qui n'a pas été traité et qui est fait avec un lait donc cru, eh bien vous allez avoir plus de bactéries, globalement, vous allez avoir plus de bactéries probiotiques que dans un fromage qui est issu de lait traité à ultra haute température. Donc oui. Bien. Karima vous demande quelle est la différence entre un fromage à pâte dure et un fromage à pâte molle. Alors, ça, c'est très important, notamment pour les auditeurs qui sont intolérants au lactose. Quand vous avez un fromage à pâte dure, ça veut dire qu'il a été pressé, c'est-à-dire qu'on a enlevé par une technique de fabrication le lactosérum. Or, le lactose, il est dans le lactosérum, et donc dans les fromages à pâte dure, type Comté, Emmental, Gruyère, dont on vient de parler, eh bien, il n'y a plus de lactose. De fait, puisqu'il a été fabriqué avec une base sans lactose. Voilà. Donc en fait c'est parfait quand vous êtes intolérant au lactose. Alors intolérant au lactose... Alors on va revenir sur ce que ça veut dire, parce que souvent on confond les allergies et les intolérances au lactose, et quand on digère mal le lait, c'est qu'on est intolérant au lactose, c'est ça ? Tout à fait, c'est exact. Qu'est-ce qui permet de digérer le lactose ? Alors, ça me permet de faire un focus sur les tests qui sont vendus sur l'intolérance au lactose qui n'ont absolument aucun intérêt. Ça coûte des centaines d'euros pour rien. Alors, pour savoir si vous êtes intolérant, il n'y a rien de plus simple. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que quand je prends un verre de lait, de la crème ou un fromage frais, est-ce que j'ai des symptômes digestifs, type diarrhée, douleur, etc. Si la réponse est oui, c'est que vous êtes intolérant au lactose. Si la réponse est non, c'est que vous n'êtes pas intolérant au lactose. Si la réponse est oui et que vous êtes intolérant, il faut aller donc vers des produits laitiers qui n'en contiennent pas. Donc les fromages pressés, type Comté Emmental, vers les yaourts nature sans lactose, puisqu'aujourd'hui on en trouve facilement, et si vous aimez le lait, vers le lait de vache sans lactose. Et donc en fait, en moralité, la moralité de l'histoire, c'est que personne n'a de raison de supprimer les produits laitiers, puisqu'on trouve dans le spectre des produits laitiers des produits qui vont convenir à tout le monde. Soit vous n'avez aucun problème, vous mangez ce que vous voulez, soit vous avez une intolérance et vous allez vers certains produits laitiers plus sélectifs. Alors, Wissem vous pose une question, William Bérébi. On entend dire que le lait est gras. Alors, oui ou non? Et qu'est-ce que ça veut dire que le lait est gras? Alors, clairement, non. Ça aussi, c'est une autre idée fausse qui circule. Alors, on va parler du lait demi-écrémé. Je pense que c'est le mieux, c'est le meilleur compromis entre le bénéfice du lait et justement les graisses qu'il peut y avoir à l'intérieur. Donc, dans le lait demi-écrémé, moi c'est celui que je consomme personnellement, vous avez 1,54 g de lipides pour 100 millilitres. Donc 1,54. Si vous prenez une boisson... Le lipide, c'est le gras. Voilà, enfin, exactement, c'est le gras. Ouais. Si vous prenez une boisson végétale type soja, c'est 2,07, donc 50% de plus à peu près. Et si vous prenez une boisson végétale d'amande, c'est 3 grammes, c'est-à-dire 2 fois plus que le lait de vache demi-écrémé. Donc en fait, c'est faux. Et c'est d'autant plus faux si vous voulez c'est pas parce qu'il y en a moins que ça veut dire que c'est pas gras. 1,54 sur 100, c'est pas considéré comme gras en demi-écrémé. Si vous prenez un lait entier, là, vous allez être à 3 grammes, donc comme une boisson végétale d'amande. Donc vous voyez, même le lait entier, c'est pas plus gras que la boisson d'amande. Et il faut comprendre une chose, c'est que dans ces graisses, il y a des bonnes graisses. Notamment, vous avez de l'acide linoléique et de l'acide laurique, qui sont des acides gras qui ont une action anti-inflammatoire qui permettent de lutter contre les maladies cardiovasculaires. Donc, si vous voulez, gras en soi, ça ne veut rien dire. D'ailleurs, vous voyez, on peut faire la confusion, un peu similaire. Les oméga 3, c'est des acides gras. Mais pourtant, c'est très bon pour plein de choses, notamment pour le cerveau. Donc, il y a gras et gras. C'est des bons oméga 3. Enfin, exactement. C'est des bons oméga, mais les oméga 6 sont gras.
ça, c'est pas bon si vous en consommez trop. C'est toujours pareil. Ce qui compte, c'est le rapport oméga 3, oméga 6, qui doit être dans une certaine fourchette. Si vous avez un apport d'oméga 6, mais qui est compensé par un apport en oméga 3, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais si vous mangez beaucoup de charcuterie, etc., et que vous avez plein d'oméga 6, et que vous ne consommez pas d'oméga 3, là, il va y avoir un déséquilibre qui va être nocif pour le microbiome intestinal. Voilà, on parle des produits laitiers et de la santé avec le docteur William Bérébi. Ce matin, j'ai une question de Yacine qui vous demande, docteur, s'il est vrai que plus les produits laitiers sont liquides et plus il y a de risques de mal les digérer. Alors non, pas spécialement, sauf si vous êtes intolérant au lactose, puisqu'à ce moment-là, le lait, lui, il contient du lactose. Ce que vous voulez dire, je pense, c'est que vous avez peut-être constaté que quand vous prenez du gruyère ou du comté ou de l'emmental, vous n'avez pas de symptômes, donc vous faites peut-être le lien entre les deux. La question, c'est pas tellement qu'il soit liquide, c'est le fait qu'il y ait du lactose ou pas. Alors si vous prenez, par exemple, le yaourt nature, vous avez un peu de lactose, il y en a un peu, mais il y en a beaucoup moins que dans le lait. Et dans le fromage pressé, il n'y en a plus du tout. Donc effectivement, on peut raisonner comme ça, schématiquement, en se disant que plus c'est liquide, moins il y a, plus c'est liquide, plus il y a de risque d'avoir une intolérance au lactose. Alors, Latifa du Havre vous pose une question, docteur Bérébi, justement sur un sujet que vous aviez prévu de développer ce matin. C'est quel est le lien entre microbiote et maladies cardiovasculaires ? C'est une question là aussi très intéressante, parce que c'est une question qui revient. Alors, on sait que les produits laitiers sont anti-inflammatoires. Je le redis, sont anti-inflammatoires. Alors donc, ça veut dire quoi ? C'est pas exactement ce qui circule un peu partout. Je sais bien. Puisque on dit que les produits laitiers sont pro-inflammatoires. On dit, faut savoir qui c'est le on. On dit, c'est les naturopathes. Les naturopathes disent cela puisque ça a été créé ainsi par l'Américain qui a créé la naturopathie, et de partir du concept faux que les produits laitiers étaient anti-inflammatoires. Alors une fois que j'ai dit ça, vous allez me dire, on a plein de nouveaux amis. Apportez-en la preuve. Alors la preuve, elle est très simple. On a une cohorte. Alors là, c'est 42 cohortes, c'est-à-dire 42 groupes de population énormes regroupés en 1 200 000 personnes. Donc ça, c'est mondial, puisqu'il y a l'Asie, il y a les pays européens, les pays d'Amérique du Nord, et vous avez l'Australie. Alors, il en ressort que pour 200 grammes donc, de produits laitiers, c'est-à-dire l'équivalent de 2 yaourts ou un grand verre de lait, vous avez un risque d'hypertension artérielle diminué de 6%. On sait également que les produits laitiers diminuent le risque d'accident vasculaire cérébral. Alors ça, c'est très important. Pourquoi ? Alors pourquoi ça diminue le risque d'accident vasculaire cérébral ? Pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y a des bactéries probiotiques, et que les bactéries probiotiques diminuent l'inflammation de bas grade, elles luttent contre le stress oxydatif et diminuent l'inflammation qu'on appelle de bas grade, qui veut dire l'inflammation de l'organisme. Et vous avez un certain nombre d'oligo-éléments, notamment vous avez du calcium, vous avez du magnésium et vous avez du potassium. Et on sait que ces substances ont un effet de lutte contre l'inflammation de bas grade et diminuent le risque d'accident vasculaire cérébral. On sait également que le risque d'infarctus du myocarde est diminué chez les personnes qui consomment des produits laitiers. Et ceux qui n'en consomment pas du tout ont plus de risques d'infarctus. Donc ça, c'est des datas extrêmement faciles à accéder. Vous tapez maladie cardiovasculaire, accident vasculaire cérébral, produits laitiers. Vous mettez articles scientifiques, parce que sinon, sur Google, vous allez trouver un tas de choses publiées par des influenceurs, etc. Donc, articles scientifiques, vous regardez bien la source, vous vérifiez que c'est des chercheurs qui ont publié leurs travaux, et vous constaterez ce que je viens de vous dire. Alors, Rafik de La Réunion qui vous demande, docteur Bérébi, si la consommation de laitage a un effet bénéfique contre le diabète de type 2. Alors, également, question très intéressante et très importante. Oui, et la diminution du risque, elle est très importante puisqu'elle est de 14%. Donc, on parle de la cohorte dont je viens de vous parler, des 42 cohortes regroupées en 1 200 000 personnes. Eh bien, publié donc en 2022, donc c'est récent et c'est ce qui explique aussi la non-connaissance de ce sujet-là. Eh bien, en fait, un yaourt diminue le risque de diabète de 14%. Un yaourt par jour. Un yaourt par jour, un yaourt nature par jour, diminue le risque de diabète, de type 2, bien sûr, de 14%.
Alors comment ça s'explique ? Ça s'explique avec les probiotiques, bien évidemment, qui sont dans les produits laitiers, et c'est ce qui explique en grande partie l'intérêt des produits laitiers pour la santé. Mais il y a aussi la vitamine K. Il y a énormément de vitamine K. La vitamine K, c'est une vitamine qui sert dans la coagulation du sang et contre l'inflammation. Et c'est un anti-inflammatoire. D'accord ? La vitamine K, c'est une vitamine. Elle est dans le lait ? Vous avez beaucoup de vitamine K dans le lait, notamment dans les yaourts, et vous avez dans un yaourt, on considère qu'on fait baisser à peu près 10% le risque avec 7 microgrammes. Alors c'est un peu technique, excusez-moi, mais un yaourt, c'est à peu près 3 fois la quantité requise pour avoir un effet protecteur. D'accord. Et donc il y a énormément de vitamine K, je ne parle pas de vitamine D, je dis bien vitamine K, dans le yaourt par exemple, et donc c'est ce qui explique que ça fasse diminuer le risque de diabète de type 2. Et donc l'idée, si vous voulez, autre idée fausse que j'entends parfois en consultation d'ailleurs, oui, on m'a dit de ne pas consommer des produits laitiers parce que c'était gras. Je vous ai démontré tout à l'heure que c'était pas gras par rapport aux boissons végétales et que les datas nous montrent que en fait ça diminue le risque de diabète. Donc, mais alors attendez, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait du lactose dans les yaourts. Tout à fait. Bon, le lactose, un peu moins que dans le lait, mais il y en a. Le lactose, c'est un sucre. Tout à fait. D'accord ? Tout à fait. Bon, comment est-ce que l'insuline gère le lactose ? Alors, chez l'intolérant ou en général ? En général. Alors, parce que c'est un sucre. C'est très simple. Mais le sucre, il va être. Alors, l'intolérance à lactose, elle se produit pourquoi ? Je suis peut-être bête, je vous pose une question. Ah non, mais c'est pas du tout bête, c'est très intéressant. Le lactose, quand vous le prenez, donc dans du lait, puisque vous prenez cet exemple-là, il va être coupé en glucose et galactose. Parce que moi, ce que je sais du lactose, c'est que c'est un quadruple sucre. C'est un double. C'est un double sucre. C'est double sucre. Glucose, galactose. Donc, en fait, vous avez une enzyme, qui est la lactase, qui va arriver, qui va couper le lactose en deux, glucose d'un côté et galactose de l'autre. D'accord ? Si vous manquez de cette enzyme, vous n'allez pas pouvoir le dégrader. Donc, vous gardez du lactose. Et ce lactose peut avoir un effet indésirable digestif. Une fois qu'il est coupé, il n'y a plus de problème puisque c'est du glucose et du galactose. D'ailleurs, dans le lait sans lactose, qu'est-ce qui est fait ? Le lait est chauffé, tout simplement. D'ailleurs, vous pouvez le faire vous-même, chez vous. Et vous avez cette fameuse réaction de Maillard. Vous savez, quand le lait, il y a cette petite couche un peu marron qui se forme. C'est quand c'est saisi, voilà. L'aspect un peu caramel. Voilà, quand ça crame un petit peu, si vous voulez. La glycation. Voilà, et ça s'appelle la réaction de Maillard. Et donc, cette réaction de Maillard, quand vous atteignez ce point, vous allez couper le lactose en glucose-galactose. Et donc, il n'y en a plus de lactose. Et c'est pour ça que vous pouvez trouver du lait sans lactose ou le faire vous-même à la limite. J'ai une auditrice qui avait posé justement une question sur qui consommait des produits laitiers sans lactose et qu'elle ne le digérait pas. Elle voulait savoir si elle avait un problème de caséine. Alors ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est dans les coins. Alors, quelqu'un qui est intolérant au lactose, il va avoir des symptômes. Si quelqu'un prend un aliment sans lactose, donc type lait, et qu'il a quand même des symptômes, c'est que c'est pas ça. Faut être logique. Alors, ça peut être plusieurs choses. Si c'est un produit fermenté, type yaourt ou fromage, ça peut être une intolérance à l'histamine, qui est un tout autre problème. Et si c'est sur du lait, ça peut être effectivement une intolérance à la caséine. En sachant que, si c'est ça dont a cette auditrice, c'est que c'est extrêmement rare, en fait, chez l'adulte, puisque l'intolérance à la caséine, c'est une pathologie de l'enfant jusqu'à 5 ans, et qu'elle disparaît dans plus de 99% des cas au fur et à mesure des années. C'était Myriam, c'était la question de Myriam d'Ille-et-Vilaine. d'Ille-et-Vilaine. Voilà, donc, je salue la Bretagne. Voilà, on a répondu à la question de Myriam. Alors, question auditeur, quelles sont les causes d'un manque de bifidobactéries? Alors ça, je ne savais pas ce que c'était que la bifidobactérie. Peut-être que vous allez nous éclairer, docteur. Bien sûr. Alors, vous avez schématiquement, dans les bactéries bénéfiques, vous avez 2 grandes catégories, les bifidobactéries et les lactobacilles. Et donc, plus vous en avez, plus vous avez un microbiome équilibré et résilient, susceptible de bien lutter contre les maladies, etc. Si vous en manquez, c'est que potentiellement, vous ne consommez pas assez de prébiotiques, puisque les bonnes bactéries, donc notamment les bifidobactéries, vont se nourrir de fibres alimentaires. Légumes, fruits, légumineuses, céréales complètes, graines, oléagineux type amandes, noix. Donc les prébiotiques sont
dans cette catégorie d'aliments que vous venez de citer. Voilà, ces prébiotiques-là vont nourrir votre microbiote. Donc si vous consommez beaucoup de produits laitiers, enfin les quantités requises, et que malgré ça, vous avez un problème de déséquilibre, alors je ne sais pas quel est-il exactement, mais voilà, eh bien à ce moment-là, c'est peut-être que vous ne consommez pas assez de prébiotiques. Ça peut être aussi lié au fait que vous n'avez pas d'activité physique, puisque l'activité physique va jouer un rôle dans l'équilibre du microbiote également, et ça peut être aussi un stress trop élevé, puisque le stress va impacter le microbiote intestinal. Nadia de Saint-Étienne, bonjour docteur, moi je mange du fromage tous les matins, quand je fais des gâteaux j'émets de la crème liquide, du mascarpone, j'ai du cholestérol, faut-il que j'arrête? Et pour élargir un petit peu la question de Nadia de Saint-Étienne, est-ce qu'il y a un lien entre le fromage notamment et le cholestérol? Alors, là, on va répondre à la question de votre auditrice. Mascarpone, c'est très riche en cholestérol, en effet, puisque vous avez 123 mg pour 100 grammes, donc c'est beaucoup. Donc, tout dépend un petit peu de la fréquence à laquelle elle l'utilise. Si c'est un gâteau de temps en temps, ça ne va pas poser de problème particulier. Si c'est très fréquent, oui, ça va poser... Ça sent le tiramisu, le mascarpone. Oui, je ne peux pas dire, mais bon... J'ai bien compris. J'osais pas le dire. Mais vous êtes timide. Faites pas votre timide, oui, docteur. Ça vous va tellement mal, docteur Bérébi. Je veux pas faire mon cuisinier. Ouais. Bon. Donc c'est très gras le mascarpone. Donc c'est très gras, ouais. Mascarpone c'est très gras, c'est clair. Donc après tout dépend du niveau de l'hypercholestérolémie, puisque on connaît les chiffres qu'il faut atteindre. Si c'est une petite hypercholestérolémie et que vous en prenez de temps en temps, c'est pas grave. Si vous avez une hypercholestérolémie familiale très importante, oui, à ce moment-là, mascarpone faut peut-être un petit peu alléger. Aurélie de Miramas, bonjour docteur, ma question est la suivante. Bonjour, en cas de candidose intestinale, la consommation de produits laitiers au lait cru notamment, le fromage est-elle bénéfique? On me le déconseille souvent à cause notamment des levures, mais mon raisonnement est que les bactéries non pathogènes présentes pourraient justement réensemencer le microbiote. Ah, dis donc, elle est pointue. Hein. Elle est pointue, ouais. Donc, qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Alors là, ça va être une réponse un peu longue, pardonnez-moi. Alors déjà, quelque chose qui ne va pas nécessairement vous faire plaisir, la candidose digestive n'existe pas. La candidose digestive n'existe pas en médecine. Ça a été inventé par le naturopathe créateur de la naturopathie aux États-Unis. Et donc, en fait, ça n'existe pas. Et donc, alors malheureusement, ça, c'est une énorme... Il n'y a rien qui ressemble à ça? Il n'y a rien qui ressemble à ça. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une espèce de système, allons-y, qui est basé sur vous avez mal au ventre, c'est vous, les naturopathes, j'entends, vous avez une candidose et je vais donc vous faire un test pour la candidose et je vais vous donner des compléments alimentaires pour ça. La candidose digestive n'existe pas, Philippe. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est les candidoses au niveau des muqueuses. Candidose de la langue, candidose vaginale, ça existe. Mais la candidose digestive, telle qu'elle est vendue, c'est-à-dire de dire vous avez mal au ventre, vous avez la diarrhée parce que vous avez une candidose, ça n'existe pas. Et les patients qui ont ces symptômes digestifs, en fait, je peux vous le dire, ils ont en fait un syndrome de l'intestin irritable, qui est une toute autre pathologie qui va nécessiter, pour être diagnostiqué, de répondre à des critères, qui va nécessiter des examens biologiques et de sel en cas de diarrhée qui ne peuvent pas être prescrits par les naturopathes. Et donc, il faut sortir de cette candidose qui n'existe pas. Donc, vous pouvez l'enlever de votre tête, malheureusement. Deuxièmement, donc vous avez raison, elle a parfaitement raison. Les probiotiques, bien au contraire, et y compris les levures, sont très bonnes pour le microbiote, quand vous avez un syndrome de l'intestin irritable, puisque c'est probablement ce qu'elle a, cette patiente. Et donc, du coup, oui, vous avez raison, il faut en prendre, puisque ça va enrichir votre microbiote. Bien, alors on n'a pas pu répondre à toutes vos questions, tellement il y en avait, on fera une version 3 pour répondre à toutes vos questions. Vous êtes nombreuses et nombreux à avoir demandé une émission. Donc, avec le docteur Bérébi et quelqu'un qui, justement, ait une position qui soit différente. Donc, on va organiser ce débat, c'est promis. On va rechercher quelqu'un qui tient la route pour pouvoir justement... Parce qu'il est malin, le docteur Bérébi. Donc, il faut un poids lourd en face. Et c'est promis, on fera cette émission contradictoire. Super. On fera un débat contradictoire, comme je vous l'ai dit. Il n'y a pas de censure. Donc, si vous voulez commenter la vidéo
de cette émission, vous êtes les bienvenus. Simplement, vous faites avec courtoisie. Si vous avez des questions, c'est encore mieux. Hein. Bien sûr, moi j'y réponds. Le docteur Bérébi prend du temps pour répondre à C'est toutes vrai. vos observations et à toutes vos questions, même quand il est de mauvais poil et qu'il est en colère. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Je suis toujours courtois, mais c'est vrai que Non, vous êtes des content. fois. Des fois, ça vous. Bah oui, d'être agressé Ça vous sans chatouille. raison. Bah, des fois, d'être agressé sans raison, bien sûr que c'est pas agréable. Ça, je vais pas le nier, c'est une évidence. Bien, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous verrez la captation de cette émission sur la chaîne YouTube. On rappelle le nom de votre chaîne qui a été rebaptisée. Tout à fait. À l'écoute de votre ventre, comme ça, c'est un titre plus large. Et il y a une nouvelle saison d'ailleurs qui est en cours de tournage avec dans un studio. Donc, ce sera un podcast filmé avec plein de nouveautés très intéressantes. Merci de nous avoir prêté vos oreilles et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.